Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Installez-vous confortablement. Notre voyage commence immédiatement, au premier millénaire avant Jésus-Christ. À cette époque, dans les steppes immenses, les déserts, les forêts du nord-est de l'Asie, une tempête se prépare. Des groupes de guerriers nomades, des archers à cheval, féroces et rapides comme l'éclair sur leurs montures, apparaissent soudainement sur les frontières au nord des royaumes de Chine. Ils lancent des raids, imprévisibles et mortels, qui sèment le chaos et la destruction dans les villages, les bourgs et les villes, avant de disparaître sans qu'on puisse les attraper. En réaction, les Chinois commencent à construire des murs pour les décourager ou les ralentir suffisamment pour organiser leur défense quand des raids arrivent à leur porte. Ces murs s'étendent sur des dizaines de kilomètres, ensuite des centaines, et bientôt ce seront des milliers. Mais la menace ne disparaît jamais complètement, et les siècles passent. Les terre-pleins et le bois sont remplacés par la pierre et la brique. Les royaumes et les empires se lèvent et s'effondrent au sud du mur pendant plus de 2000 ans. Et quand ils le peuvent, les maîtres de la Chine réparent et agrandissent le mur. Aucun site de construction dans l'histoire de l'humanité n'a été plus vaste ni duré plus longtemps que celui-là. Les murs finissent par s'allonger depuis la mer à l'est jusqu'à l'Asie centrale à l'ouest, en traversant les plaines, les forêts, les steppes, les déserts, en grimpant sur des montagnes, formant un réseau de nouveaux et d'anciens segments, trop étendus pour être entièrement entretenus et occupés partout par des troupes. De grands tronçons de la muraille, les plus anciens, sont même parfois oubliés par les descendants de leurs constructeurs. Et finalement, il y a déjà plusieurs siècles, la construction s'arrête quand le trône de l'Empire de Chine est conquis par une dynastie venue du nord, d'au-delà du mur, de Mandchourie, les Qing, les derniers souverains de la Chine impériale. Cette histoire, c'est celle qu'on va explorer ensemble ce soir. L'histoire de la Grande Muraille de Chine. Et avec elle, parce que c'est indissociable, on suivra celle de la Chine ancienne. On verra pourquoi et comment la muraille a été érigée, par qui, et avec elle, on suivra la succession des dynasties, les soubresauts de la civilisation chinoise et le développement de sa culture. Dans le futur, on aura bien d'autres épisodes sur la Chine et l'Extrême-Orient. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Sur les Mongols, le Japon. En Chine, je vous parlerai aussi bientôt de la cité interdite et des derniers siècles de l'Empire chinois. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et, si possible, à commenter cet épisode ou à l'évaluer positivement. C'est très utile pour que cette émission soit visible et c'est particulièrement important pour du contenu qui n'est pas généré automatiquement avec de l'IA. Que ce soit les sujets, les scripts ou la voix, je fais tout à la main. Je pense que ça donne un résultat bien plus attrayant et intéressant. Mais si on veut que ce genre de démarche survive,
il faut impérativement que les auditeurs fassent la différence et que ça marche mieux que des programmes générés automatiquement, sans intervention humaine. Mais ça n'est pas notre sujet de ce soir. Alors, installez-vous, laissez la tension quitter doucement vos épaules, et on est parti pour ce nouveau voyage historique. Au cours de l'histoire chinoise, la Grande Muraille a eu différents noms, et comme on va le voir, ça n'est pas un seul mur, mais plutôt une série de fortifications de différentes époques. Ce nom de Grande Muraille de Chine s'est imposé en français ou en anglais au XIXe siècle. Mais aujourd'hui en Chine, on l'appelle le Grand Mur ou la Grande Muraille, Changcheng, ou dans une forme plus longue, Wanli Changcheng, la muraille de 10 000 lits. Le li, c'est une unité de distance chinoise qui au cours des siècles n'a pas toujours été définie très précisément. Sa longueur est d'un demi-kilomètre. Mais quand on parle de 10 000 lits ici, ça n'est pas pour donner une longueur précise. 10 000 est à prendre comme une expression pour dire énormément, un très grand nombre. Donc une meilleure traduction peut-être serait de dire la muraille immense ou la muraille sans fin. D'ailleurs techniquement, 10 000 lits c'est 5 000 kilomètres. Et au total, la longueur des différents tronçons de murs est bien supérieure à 5 000 kilomètres. Si on mettait bout à bout tous les segments de muraille, le mur serait assez long pour courir d'un pôle de la Terre jusqu'à l'autre. Il fait à peu près la moitié de la circonférence de la Terre. Il est impossible pour quiconque d'avoir vu directement de ses yeux toutes les parties de la Grande Muraille. On a tous vu ces images de la Grande Muraille courant à travers des montagnes ou des déserts, images sur lesquelles elle apparaît généralement comme une fortification assez large, en briques, avec des tours à intervalles réguliers au long de la structure. Ce type de mur existe sur des milliers de kilomètres, mais ces portions en briques datent des derniers siècles d'expansion et de réparation de la muraille, sous la dynastie Ming, qui régnait depuis Pékin, Beijing, et qui est aussi celle qui a construit la cité interdite. Mais ces images ne rendent pas justice à la variété de matériaux et de styles des autres périodes antérieures. Sur d'autres sections de la muraille, on trouve aussi des portes, des tranchées. Dans certaines parties, elles s'interrompent là où il y a des obstacles naturels, comme des montagnes ou des fleuves assez larges. Et dans ces sections plus anciennes, on trouve beaucoup d'autres matériaux de construction. Pour comprendre tout ça, il faut en revenir aux origines de la muraille. Alors commençons au premier millénaire avant Jésus-Christ, avant que la Chine n'ait encore été unifiée en un seul État, sous un seul empereur. Mais pour autant, elle avait déjà une culture ancienne et brillante. Quand est-ce que commence l'histoire de Chine? Si on inclut la préhistoire, ça fait des dizaines de milliers d'années. Mais si on prend les premiers écrits qu'on connaisse comme point de départ de l'histoire, ça nous placerait au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a 33 siècles. Et à l'époque, le plus grand État organisé en Chine, qui a produit ces archives écrites, était un royaume gouverné par une dynastie, les Shang.
Leur État, leur royaume, était situé dans la vallée du fleuve Jaune, le deuxième plus grand fleuve de Chine, après le fleuve Yangtze. La vallée du fleuve Jaune est considérée comme le berceau de la civilisation chinoise. C'était un endroit favorable à la formation de villages et ensuite de villes, parce qu'il fournit de l'eau, des terres fertiles et un climat favorable à l'agriculture. Et ces développements commencent bien avant les Shang, au néolithique, c'est-à-dire avant l'introduction de la métallurgie, il y a plusieurs milliers d'années. À l'époque préhistorique, plusieurs cultures néolithiques apparaissent et se succèdent dans la vallée du fleuve Jaune. D'autres apparaissent aussi, un peu plus tardivement, dans la vallée du Yangtze. On sait relativement peu de choses de ces cultures néolithiques. Ces régions ont été densément peuplées depuis des millénaires, et ça a effacé beaucoup de traces. Mais pour ce qui est de l'agriculture, les plus anciennes traces sont datées d'il y a 8000 ans, un peu plus tard que l'agriculture du Moyen-Orient. Mais la vallée du fleuve Jaune est quand même l'un des points de départ historiques de cette pratique autour du monde. Ces cultures néolithiques de Chine développent toute une culture matérielle qu'on connaît grâce à l'archéologie. Toutes sortes d'objets utilitaires et d'outils, mais aussi une production plus symbolique ou artistique. Des pictogrammes gravés dans la pierre, des symboles, des représentations de personnages, des personnes qui se livrent à différentes activités, des dieux, des animaux ou des objets célestes comme le soleil, la lune et les étoiles. Ces symboles, qui vont ensuite évoluer, sont probablement les ancêtres des premiers idéogrammes, qui vont former le premier système d'écriture en Chine. Et ils ont 7 à 8000 ans. Donc l'histoire culturelle de la Chine en fait l'un des berceaux de la civilisation dans le monde. Comme la Mésopotamie, la vallée du Nil ou la vallée de l'Indus. Et comme dans ces autres berceaux, l'agriculture et ses rendements alimentaires permettent à la population d'augmenter et de soutenir une partie de la population qui se consacre à autre chose qu'à la production alimentaire. Des artisans ou des administrateurs. Au troisième ou au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, selon les régions, l'âge du bronze commence en Chine. Et c'est là que les premiers États vont se former, avant les Shang. Il s'agit de royaumes avec des souverains héréditaires que, par convention, dans l'historiographie chinoise, on nomme à partir de la dynastie qui les gouverne. Le plus ancien à apparaître, à être mentionné dans des documents écrits, c'est celui de la dynastie des Xia. Son territoire se serait étendu au long de la vallée du fleuve Jaune. Je dis « ce serait » parce que l'existence de ce royaume est un peu incertaine. Il pourrait être légendaire. Il n'apparaît que dans des documents ultérieurs, des siècles après, puisqu'il n'y avait pas encore de système d'écriture à son époque. Mais ces archives permettraient de le situer autour d'il y a 4000 ans. Les traces archéologiques seraient cohérentes avec son existence. On connaît la présence d'anciens centres de population et d'une agriculture organisée à cette époque. Mais on n'a pas de preuves formelles
qu'un État structuré, avec un souverain et une administration, existait à cette époque, par manque de traces écrites contemporaines qui feraient foi de son existence. L'écriture se développe plus tard, comme je vous le disais, dans la deuxième moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et elle permet d'affirmer l'existence du royaume des Shang autour du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Un royaume qui est contemporain du Nouvel Empire en Égypte, de l'apogée de la civilisation égyptienne. Maintenant, ce royaume des Shang ne s'étendait que sur une toute petite partie de la Chine actuelle. Le reste n'était pas vide, il y avait aussi des villages et des petites villes, avec une densité de population déjà relativement élevée pour l'époque, dans l'est de la Chine. Déjà au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, on estime la population chinoise à plusieurs dizaines de millions d'habitants. Pas énorme par rapport à aujourd'hui, mais sans doute déjà beaucoup plus que la Mésopotamie, l'Égypte ou la Mésoamérique, et plus que l'Inde aussi. Autour du territoire des Shang, il y avait probablement des dizaines de petits territoires appartenant à des clans, de petites entités. À la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, se lève un grand rival des Shang, lui aussi dans la vallée du fleuve Jaune, mais plus à l'ouest, plus loin à l'intérieur des terres. La dynastie Zhou, qui est aussi la dynastie qui a régné le plus longtemps dans l'histoire de la Chine. Elle dure au total 800 ans. Les Zhou finissent par contrôler un grand territoire centré sur la vallée du fleuve Jaune et ses affluents. Leur apogée est au tournant du deuxième et du premier millénaire avant Jésus-Christ. Mais ensuite, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, le royaume se disloque, se fracture. Ils ne disparaissent pas encore, mais ils perdent une grande partie de leur influence. À cette époque, on voit en Chine un processus inverse de celui des siècles précédents. Une fragmentation politique. En quelques décennies, tellement de régions prennent leur indépendance que la Chine se retrouve avec des centaines d'États, en moyenne tout petits, et dont certains ne sont pas plus grands qu'un village ou la zone autour d'un fort. Ces micro-États vont ensuite être annexés ou s'allier, et à nouveau, des entités plus grandes vont réapparaître. Mais ce sera un processus qui durera plusieurs siècles. Et les 2 derniers siècles de cette période de fragmentation, du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ, sont appelés la période des royaumes combattants. Durant cette période des royaumes combattants, il y a 7 États principaux, 7 royaumes qui sont régulièrement en conflit, chacun avec sa dynastie, jusqu'à ce que l'une d'entre elles, celle des Qin, l'emporte sur les autres et unifie la Chine politiquement pour la première fois à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ. Elle proclame un empire et c'est le début de l'histoire de la Chine impériale. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec la Grande Muraille? Eh bien déjà au 1er millénaire avant Jésus-Christ, les Chinois commencent à construire des fortifications immenses, en particulier à l'époque des royaumes combattants. Des fortifications qui protègent leurs frontières de leurs voisins, eux aussi chinois. Ces murs sont en pierre,
parfois, plus souvent en terre, en empilant de la terre ou des gravats entre deux panneaux. Ils pouvaient seulement résister à des attaques relativement légères, mais peut-être que l'accélération de leur construction est aussi une réponse au fait que l'armement devient plus efficace, plus dangereux. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'âge du bronze se termine en Chine, remplacé par le fer, et les armes blanches en deviennent à la fois plus solides et plus légères. Mais ces murs sont déjà très longs, ils peuvent courir sur des dizaines de kilomètres. Il n'y a pas vraiment d'équivalent autour du monde à cette pratique de faire des murs à une telle échelle dans d'autres civilisations. Tous les États sédentaires autour du monde ont, à un degré ou à un autre, construit des fortifications, des forteresses ou des aménagements défensifs sur certaines positions. Mais aucun ne construit des murs aussi longs sur ses frontières. Pourquoi ça arrive en Chine ? Peut-être déjà parce que les moyens humains et matériels pour le faire sont disponibles. Comme je vous le disais avant, la population est très nombreuse, bien plus qu'ailleurs, et le système politique et social permet de la mobiliser. À l'époque des royaumes combattants, l'organisation s'apparente à un système féodal. Donc jusqu'à un certain point, les rois et les seigneurs peuvent disposer de la force de travail de leurs sujets. Un autre facteur, c'est que malgré les conflits incessants entre les royaumes de cette époque, certaines frontières bougent peu. Soit on ne se fait pas la guerre en essayant d'occuper le terrain pour repousser la frontière et grignoter son voisin, soit les conflits donnent des résultats trop indécis. Mais en tout cas, beaucoup de frontières bougent assez peu, ce qui donne le temps et rend intéressant de les fortifier. Quand les États combattants sont unifiés, conquis par celui des Qin, sous le premier empereur, Qin Shi Huang, cet empire de Chine encore jeune se retrouve avec plein de sections de murs qui le traversent, en suivant les anciennes frontières qui n'existent plus. Qin Shi Huang ne veut évidemment pas de ça. Ça crée un risque de résurgence des seigneurs féodaux de la période précédente, et ça va à l'encontre de sa politique, qui est de centraliser son empire. Donc les Qin ordonnent la destruction de ces murailles internes. Les seules sections de murailles qui vont être conservées et même réparées et étendues sont celles du nord, qui sont à l'époque proches de la frontière extérieure de l'empire des Qin. À l'époque, l'idée en réparant ces murs du nord, ça n'est pas de fixer la frontière une fois pour toutes. Qin Shi Huang est un conquérant, mais entretenir et agrandir les murs est vu autant comme une protection que comme l'installation d'une base sur laquelle s'appuyer pour conquérir plus loin et peut-être construire ensuite un autre mur pour avancer. Même si le nom de Qin Shi Huang ne vous est pas forcément familier, vous avez immanquablement vu des images de sa tombe. Le premier empereur se fait enterrer dans l'ouest de la Chine, près de la cité de Xi'an, la capitale des Qin. Et dans sa dernière demeure, l'accompagne ce qu'on appelle l'armée de terre cuite. Des milliers de statues en terre cuite, surtout des soldats, mais il y a aussi des chevaux ou des chars qui gardent sa tombe à l'intérieur et autour d'un véritable palais souterrain. Cette tombe a été un chantier immense
et une œuvre majeure. Mais ça n'est pas la plus grande ou la plus consommatrice de main-d'œuvre sous le règne de Qi Huang. Le plus grand chantier, c'est celui de ce mur du Nord. L'empire des Qin reprend des sections de murs plus anciennes qu'il renforce et qu'il connecte entre elles pour suivre les frontières, en ajoutant des centaines de kilomètres. Le mur n'est pas uniforme. Vu les distances, il faut utiliser des matériaux locaux. Donc, sur et à côté des montagnes, on emploie souvent la pierre, alors que dans les plaines, le mur est construit plutôt en terre, en creusant et en empilant la terre et en la tassant pour que ça tienne. Aujourd'hui, il reste très peu de ce mur de la fin du premier millénaire avant Jésus-Christ, quelques sections. Le reste a été refait ultérieurement, où des matériaux ont été récupérés pour d'autres constructions. Mais surtout, c'est l'érosion, au cours des siècles, qui a fait disparaître des sections de murailles, surtout tout ce qui était en terre. L'entretien a souvent été défaillant au cours de l'histoire, parce qu'au sud du mur, même si la Chine impériale va durer plus de 2000 ans, son histoire est parfois heurtée. Ça ne manque pas de conflits, de guerres civiles, d'insurrections, qui font que les moyens pour entretenir le mur ne sont pas toujours disponibles. Alors allons voir ce qui va arriver à la Chine impériale, après sa fondation par Qin Shi Huang. Le premier empereur ne règne que 12 ans de plus après avoir unifié la Chine. Mais cet empire est encore bien plus petit que la Chine actuelle. Il comprend la partie orientale du pays moderne, la plus peuplée depuis toujours, qui est le cœur historique des Chinois Han. Les Han, c'est un groupe ethnique qui, démographiquement, a été de loin le plus nombreux dans l'histoire de la Chine, et encore aujourd'hui. Beaucoup de dynasties impériales chinoises ont été Han. Pas toutes, on verra ça. Et actuellement, ça reste le plus grand groupe ethnique en Chine, et même dans le monde. Il représente à peu près 18% de la population mondiale. La Chine a eu des dynasties non Han, parce que certaines ont été fondées par des envahisseurs. Il y a eu la dynastie mongole, celle des Yuan, ou la dynastie Manchu, la dernière, les Qing, qui s'est éteinte au début du XXe siècle. Mais à cause de la taille de sa population et de son poids culturel, la Chine est toujours parvenue à absorber culturellement ses envahisseurs, plutôt que de devenir comme eux. Le pays est tout simplement trop grand et trop peuplé pour changer rapidement, culturellement, même si ses souverains sont étrangers. À l'époque de la dynastie Qin, l'Empire a une population estimée à 50 à 60 millions de personnes. À peu près la même chose que l'Empire romain à son apogée. Et sous les Qin, la Chine avait des traditions et une écriture déjà ancienne qui continueraient à évoluer. Mais ce poids culturel va aussi augmenter avec la création de l'Empire chinois, qui a pour effet de centraliser et d'unifier la Chine culturellement, économiquement, légalement, et ce pendant des siècles, en formant un bloc de traditions et de pratiques qui est difficile à faire bouger. Et c'est pour ça que pour des étrangers, la seule façon d'administrer la Chine, que ce soit pour les Mongols ou les Mandchous,
a été de se transformer eux-mêmes en dynastie chinoise. C'était nécessaire, attirant aussi, parce que le prestige culturel et politique de la Chine en Asie est immense. C'est aussi une matrice culturelle. Donc les étrangers finissent par reprendre à leur compte cet héritage. Cette puissance et cette relative unité culturelle des Han, c'est aussi pour ça que même si au cours des 2000 années suivantes, la Chine va être plusieurs fois fragmentée et ensuite réunifiée, les différentes provinces Han ne vont jamais beaucoup s'éloigner culturellement les unes des autres. Elles maintiendront toujours ce sentiment d'unité, de faire partie d'un même ensemble, malgré les aléas politiques et les changements de dynastie. Et ça ne prend pas longtemps pour qu'une nouvelle dynastie émerge, parce que peu après la mort de Qin Shi Huang, la dynastie des Qin tombe et est remplacée par une autre, celle des Han. L'ethnie Han tire son nom de cette dynastie. Pendant plus de 400 ans, jusqu'au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, les Han gouvernent un empire qui s'étend et qui préserve pour l'essentiel la paix intérieure, la paix civile. Après des siècles de guerres intermittentes, qui ont été interrompues peu de temps avant par le triomphe de Qin Shi Huang, cette paix interne va permettre ce qui est considéré comme un âge d'or pour la Chine. Un peu comme la Pax Romana, la paix maintenue par l'Empire romain, qui permet un essor économique, démographique. D'ailleurs, les deux, l'Empire romain et l'Empire Han, sont contemporains pour une grande part. Je vous disais que l'ethnie Han avait été baptisée ainsi à partir du nom de la dynastie. Et ça n'est pas un hasard. Pour la Chine, c'est une époque qui va laisser une empreinte profonde sur l'art, la culture, la science, l'histoire. Parfois il y a cette conception ou ce préjugé à propos de la Chine ancienne, vue depuis l'extérieur, comme étant une civilisation très conservatrice, qui rejetterait un peu par principe les changements et les innovations. C'est une vision qui peut avoir un sens à l'époque où les contacts entre les Européens et la Chine se multiplient. Sous les deux dernières dynasties, les Ming et les Qing. Mais certainement pas pour la période Han, 1500 ans avant, qui est une période de découverte, d'exploration, de théorisation ou de création artistique. En parlant de culture et de tradition, cette période Han, c'est aussi celle de la diffusion, qui est encouragée par l'État, d'un système de pensée et de comportement qu'on appelle le confucianisme. On va s'y arrêter un moment, parce que c'est une facette importante de l'histoire et de la culture chinoise. D'où ça vient et pourquoi c'est important, le confucianisme. Confucius était un philosophe qui vivait au VIe et au Ve siècle avant Jésus-Christ, à cette époque de fragmentation extrême dont on a parlé avant. On est 300 ans avant l'unification de l'Empire et le retour à une certaine paix civile. Il a laissé une grande œuvre écrite, sans qu'il soit toujours évident de savoir ce qu'il a écrit lui-même et ce qui lui a été attribué par la suite. On lui a prêté beaucoup d'écrits contemporains ou ultérieurs. Mais ce qui importe, c'est qu'il invente, il formule une doctrine pendant cette période de guerre et d'instabilité chronique. Et ce contexte explique en bonne partie pourquoi la doctrine de Confucius
a avant tout pour objet de permettre l'établissement d'une société harmonieuse et paisible. C'est une réaction aux problèmes chroniques de son époque. Avec sa violence, son manque de repères et son morcellement politique. Donc en réaction, il propose une série de principes et de règles à suivre pour qu'une société humaine puisse se stabiliser et trouver une harmonie. C'est difficile de classer le confucianisme dans une case préétablie, dans une catégorie moderne. C'est à la fois une philosophie, un système de pensée qui se veut humaniste et rationnel. C'est aussi un mode de vie, et ça emprunte à une forme de religiosité. C'est pour ça qu'on peut parler plutôt de doctrine. Le confucianisme ne s'intéresse pas vraiment à la vie après la mort, ou à la spiritualité, ou à l'existence d'un ou plusieurs dieux. En ça n'est pas quelque chose qu'on puisse qualifier vraiment de religion. Mais il recommande le respect et la vénération des ancêtres, justement pour contribuer à ce qui l'intéresse en premier lieu, la régulation des activités humaines. Selon certains experts, il a tendance à faire passer le sacré, qui, dans la plupart des religions, est un monde hors de portée des hommes, du moins de notre vivant, que les religions tentent de comprendre et d'apprivoiser, dont on cherche les manifestations, mais qui relèvent d'une perfection divine, inaccessible, infiniment supérieure. Le confucianisme ferait donc descendre le sacré dans le monde séculaire, la société humaine, ce qui deviendrait pour lui des manifestations du sacré, c'est les activités humaines et les relations entre personnes correctement réglées, harmonieuses. Même à son époque, c'est une pensée assez révolutionnaire, une façon de voir les choses qui est très différente des traditions philosophiques occidentales, de l'Antiquité à nos jours, ou des religions anciennes autour du monde. C'est pour ça qu'on peut aussi le qualifier d'école de pensée humaniste, au sens où il met l'être humain au centre de ses préoccupations. Et il ne se préoccupe pas de vénérer un ou plusieurs dieux, à qui les hommes devraient tout, et qui nous jugeraient après la mort. Maintenant, le confucianisme n'est pas anti-religieux non plus, il peut être compatible avec une croyance religieuse. Ce qui lui importe, c'est l'harmonie entre personnes, depuis les familles jusqu'à la société dans son ensemble. Donc il fait de nombreuses recommandations sur les moyens de parvenir à cette harmonie. Déjà à travers le respect mutuel, le principe le plus célèbre attribué à Confucius, c'est « ne fais pas à d'autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Il y a aussi une morale personnelle, le rejet de la corruption, du mensonge, de tout type de crime, la recherche de la gentillesse et de ce qui est correct dans les relations humaines. Correct, en l'occurrence, ça veut dire des relations de respect et d'obéissance. Le modèle de société confucéen est très clairement hiérarchisé. Dans ce modèle, le groupe social le plus important, ce sont les familles. Et dans une famille, les plus jeunes respectent et obéissent aux plus anciens. Les enfants respectent et obéissent aux parents. Les femmes respectent et obéissent à leur mari. Et la hiérarchisation s'étend à toute la société. Les sujets respectent et obéissent à leur souverain. Tant qu'en même temps, tous suivent les principes de moralité personnelle, de gentillesse et de respect mutuel, y compris à l'égard de ceux sur lesquels ils ont autorité, ce système est censé préserver l'harmonie.
Le confucianisme reflète sans doute une vision assez optimiste de l'être humain. Et généralement, le confucianisme part du principe que les hommes ont ce qu'on pourrait appeler une bonne nature. Ils seraient prédisposés à faire le bien autour d'eux. Ils peuvent être éduqués, racheter leurs fautes et se réinsérer. Quand on compare le confucianisme au système de pensée occidentaux modernes, il peut apparaître à la fois proche et très moderne sur certains aspects, et sur d'autres très éloigné. Par exemple, sur la question de l'individualisme. Il est proche au sens où le confucianisme a tendance à tenir la question religieuse à distance de la philosophie, et aussi parce que c'est une forme d'humanisme, un système qui met les humains et leur bien-être au centre de ses préoccupations. Il y a aussi eu des écoles de pensée humanistes dans la tradition occidentale, mais elles se sont développées 2000 ans plus tard. Plus précisément, il est possible que certaines de ces idées ou leurs racines aient été déjà présentes dans la philosophie grecque, mais elles ont été écartées de la pensée dominante en Occident pendant très longtemps, jusqu'à la Renaissance. Confucius, lui, vit 2000 ans avant la Renaissance européenne. D'un autre côté, le confucianisme se heurte à une idée centrale de la pensée occidentale moderne, en tout cas dominante depuis le XVIIIe et le XIXe siècle, qui est l'individualisme. J'entends individualisme pas au sens trivial ou un peu péjoratif d'égoïsme. Je veux parler de ce concept, prémisse, qui fait de l'individu l'échelle pertinente de l'organisation politique et sociale. Le principe selon lequel c'est l'individu qui a des droits et des devoirs, une autonomie, une liberté d'accepter ou rejeter la culture dont il est issu, ou la famille qu'il a vu naître, ou les traditions dans lesquelles il a été élevé. Pour le citoyen d'une démocratie libérale moderne, qui a le droit de se déplacer, de s'exprimer, de croire ou pas, de couper les ponts avec sa famille, si elle le pense nécessaire, le confucianisme peut apparaître assez difficile à avaler. Le confucianisme ignore largement l'individu. Il a des règles pour lui, évidemment, mais il ne s'agit pas de lui donner son autonomie. Ce qui compte, c'est la famille et la société. Ce sont les échelons pertinents pour lui. Ça veut dire aussi que l'individu ne doit jamais essayer de changer l'ordre social, et qu'on va regarder toute tentative d'élévation sociale comme un peu suspecte. Le rôle de l'individu dans ce système, c'est de prendre sa place et de se soumettre à une hiérarchie préexistante, à sa famille, à son souverain, pour les femmes, à son mari, et de faire ce qu'on attend de lui en fonction de là où il est né. Dans cette conception, le bonheur et l'accomplissement personnel se trouvent dans le respect scrupuleux de la morale et des règles sociales qu'on ne peut pas contester, sauf quand elles sont vraiment moralement inacceptables. Donc ça laisse peu de place pour ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté individuelle, pour le droit de choisir sa vie ou d'avoir de l'ambition. Et en ce sens, c'est un système très traditionnel qui légitime l'ordre existant et qui vise à limiter les perturbations qui pourraient affecter l'harmonie et la stabilité. Pour un penseur confucéen, il y a 2000 ans, l'idée que quelqu'un pourrait vouloir changer le monde ou y laisser sa trace, ce serait quelque chose de scandaleux. Pour qui se prennent ces individus avec leur ego surdimensionné, qui prétendent changer la société, au risque de semer la destruction.
C'est pour ça que pour une personne libérale, ou encore plus libertaire, le confucianisme apparaît assez repoussant. Il le décrirait comme un système de contrôle social, voire comme un modèle qui organise la société humaine comme une fourmilière, aux antipodes de visions qui mettent en avant le droit pour chaque homme de choisir son destin et de chercher le bonheur par les moyens qu'il estime adéquats. Dans une perspective plus traditionnelle, le modèle confucianiste peut aussi avoir des attraits. Il est peut-être plus rassurant, plus confortable. Il assure sa place à tous, pour peu qu'on obéisse. Les doctrines philosophiques et sociales apparaissent rarement par hasard. Peut-être jamais, elles ne sortent pas de nulle part. Et dans le cas du confucianisme, ces principes qui ont été formulés, synthétisés et approfondis par Confucius étaient déjà lentement apparus avant lui. Il a aussi reçu tout un héritage intellectuel et philosophique. Et pour une grande part, cette doctrine est aussi le produit d'une nécessité. La Chine du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est un pays marqué par la fragmentation, la guerre endémique, le désordre. Et dans ce contexte, ce qui apparaît crucial, vital, c'est de restaurer la paix et une harmonie minimale. Pas d'aller disserter sur l'autonomie individuelle. Nécessité fait loi. Donc en résumé et en pratique, le confucianisme préconise beaucoup de choses. C'est un guide moral et de comportement. Mais derrière ça, c'est aussi une école de pensée qui cherche à faire tenir la société dans la meilleure harmonie possible. Selon certains de ses critiques, au point d'être infantilisant. Il invite beaucoup plus à obéir, à accepter et à respecter ce qui est, plutôt qu'à penser par soi-même. Mais ça n'est pas non plus un bloc monolithique et immuable. Après sa mort, Confucius a eu une influence immense. Il a inspiré différentes écoles de pensée. Le confucianisme s'est diversifié en prenant parfois une couleur plus religieuse, ou dans d'autres cas plus philosophique. Ou alors dans d'autres cas encore, il s'est redéfini comme simplement une façon de vivre, un code de conduite. Et sous ces différentes formes, il s'est étendu non seulement à toute la Chine, mais aussi au-delà, au Japon, en Corée, au Vietnam, dans la diaspora chinoise, ailleurs en Asie. C'est un élément qui a contribué aux cultures et aux sociétés d'Asie orientale. Maintenant, il faut sans doute aussi se méfier d'essayer d'expliquer des sociétés d'Extrême-Orient seulement à travers le prisme du confucianisme. Déjà parce qu'il y a eu beaucoup d'autres influences religieuses et philosophiques. Et ensuite parce qu'il y a aussi toujours un écart entre les principes qu'une société met en avant et les pratiques réelles. Ça n'est pas la même chose. Par exemple, le christianisme dominait largement l'Europe médiévale, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les 10 commandements n'y étaient pas respectés tout le temps. Ça aurait été plus calme. Et la même chose vaut pour la Chine. Même si le confucianisme devient dominant et que l'État le promeut ouvertement, on en voit bien les avantages pour un État qui cherche à faire régner l'ordre et à se perpétuer. Pour autant, ça n'a pas effacé l'existence des ambitions individuelles, ni les crimes, ni les révoltes, et ça n'a pas non plus mis fin aux guerres civiles en Chine, comme on va le voir. Mais quoi qu'il en soit, c'est sous les Han, qui durent jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ, que le confucianisme devient une doctrine officielle. Sous les Han, la Grande Muraille au nord
n'est pas abandonnée, elle est entretenue et encore étendue. Pas autant que sous le premier empereur, mais comme la principale et même la seule menace externe pour l'Empire vient du nord, on la maintient en bon état. La dynastie Han connaît son apogée au 1er siècle après Jésus-Christ et au début du 2e siècle, après quoi elle commence à décliner. Déjà financièrement, parce que l'État vend de plus en plus de terres aux aristocrates et à des familles riches, ce qui à long terme finit par réduire sa base fiscale. Donc l'État s'appauvrit. Il a aussi tendance à se déliter. Il y a des conflits à la cour autour d'empereurs qui se laissent influencer et des rébellions qui éclatent et qu'on a de plus en plus de mal à contrôler. Si bien qu'à la fin du 2e siècle, une longue période de troubles commence. Et au 3e siècle, l'Empire explose. Il se fragmente et la dynastie Han disparaît. Au 3e siècle, la Chine est séparée entre 3 royaumes, 3 dynasties, ce qu'on appelle la période des 3 royaumes, les Wei, les Shu et les Wu. Une réunification a lieu au 4e siècle, la dynastie Jin, mais ça ne dure pas, et la Chine se morcelle à nouveau pour 2 siècles. Jusqu'à ce que se lève une nouvelle dynastie puissante qui va réunifier le pays et permettre l'éclosion d'une nouvelle période faste, un nouvel âge d'or, la dynastie des Tang. Un nouvel âge d'or pour la Chine, mais pas pour la Grande Muraille. Depuis la fin de la dynastie Han, 500 ans auparavant, elle avait été négligée parce qu'il y avait d'autres priorités. Et à plusieurs reprises, des peuples du nord de la muraille avaient traversé pour se tailler des royaumes dans le nord de la Chine. Si bien que la Grande Muraille n'était plus vraiment sur la frontière, et donc il n'y avait plus de raison de l'entretenir. Comme je vous le disais, la période Tang, qui dure 300 ans, est une nouvelle phase d'unité dans l'histoire chinoise. Les Tang restaurent une autorité puissante et centralisée. La paix intérieure revient, et ils lancent aussi la Chine dans une expansion géographique comme elle n'en avait encore jamais connue. Une nouvelle fois, comme à l'époque des Han, la science et la technologie fleurissent. Par exemple, c'est sous les Tang que la poudre noire, la poudre à canon, est inventée au IXe siècle. Et à cette époque, la Chine regarde aussi vers l'extérieur. Les souverains Tang favorisent le commerce international. Notamment, ils sécurisent la route de la soie, qui les connecte au monde islamique, à l'époque très dynamique et demandeur de produits chinois. Mais pas seulement. Les ports du sud de la Chine prospèrent grâce au commerce avec le reste de l'Asie. Ils envoient des ambassades chez tous leurs voisins. Des voyageurs chinois visitent l'Inde. Peu à peu, le bouddhisme, qui est originellement indien, s'était répandu en Chine et il était devenu la pratique religieuse dominante dans les classes populaires, en compétition avec le taoïsme. Là encore, une parenthèse rapide. Le bouddhisme et le taoïsme ne coïncident pas forcément avec la définition de religion qui s'est imposée au Moyen-Orient ou en Europe. Ils impliquent un certain nombre de croyances, donc il y a une dimension de foi, mais ce sont aussi des traditions philosophiques qui proposent un mode de vie. Je vous ai parlé plus en détail du bouddhisme dans un épisode passé. Le taoïsme, lui, commence à émerger au IVe siècle avant Jésus-Christ.
il partage certains points avec le confucianisme, au sens où il s'intéresse à la recherche d'une harmonie et d'une perfection terrestre. Il a des aspects très pratiques. Et d'ailleurs, son nom le reflète. Tao, ça veut dire la voie, le chemin. Et le taoïsme invite à cultiver des vertus comme la simplicité, l'humilité, la compassion, vues comme des façons de vivre en harmonie avec tout ce qui existe. C'est là qu'il diverge du confucianisme, qui a une doctrine sociale, ce à quoi le taoïsme ne s'intéresse pas spécialement. Mais les deux doctrines ont grandi sur les mêmes besoins, la recherche d'une harmonie, ici et maintenant, dans le monde terrestre. Les Tang entretiennent de grandes armées, et ils accordent assez peu d'attention à la Grande Muraille, qui continue à se détériorer sous leur règne. Certains segments sont même totalement oubliés, et ils tombent complètement en ruine. Il faut dire qu'ils sont vieux maintenant de plusieurs siècles, et parfois de plus de 1000 ans. Leur capitale est à Xi'an, qui est à l'époque la ville la plus peuplée au monde. C'est loin de la frontière nord, et dépenser des fortunes pour relever la Grande Muraille ne leur apparaît jamais comme une priorité. À la fin du règne des Tang, au Xe siècle, un problème bien plus urgent, c'est la situation interne. À nouveau, l'État s'est affaibli, et une nouvelle fois, il va se fragmenter. Cette fois pour 300 ans, durant lesquels l'empire des Tang est remplacé par 5 royaumes principaux, dont les Song, les Liao ou les Jin. Cette situation de morcellement, c'est celle qu'au XIIIe siècle trouvent les Mongols et leur chef Gengis Khan, quand ils partent à la conquête du monde depuis la Mongolie. Je ne vais pas élaborer là-dessus parce qu'il y aura bientôt un autre épisode sur les Mongols. Mais en tout cas, en quelques années, ils conquièrent l'un après l'autre les royaumes de Chine et ils deviennent les nouveaux maîtres du pays. Donc la Chine se retrouve pour la première fois avec des souverains étrangers, mais des étrangers qu'elle va elle-même conquérir culturellement. Pour la contrôler, la dynastie mongole, qu'on appelle la dynastie Yuan, remplace les anciens empereurs de Chine, et la Chine devient même le nouveau centre de l'empire mongol, avec son poids démographique, économique et culturel. La dynastie mongole, les Yuan, dure jusqu'au XIVe siècle, quand ils sont renversés par un rebelle qui fonde une nouvelle dynastie, celle des Ming. Les Ming déménagent la capitale à Beijing, au nord de la Chine. Là encore, on en reparlera dans un autre épisode à venir, très prochainement, sur la cité interdite et les 5 derniers siècles de l'histoire impériale chinoise. Pour la Grande Muraille, l'installation des Ming, ça va être le début d'une nouvelle ère. On avait dit qu'elle était tombée largement en désuétude depuis des siècles. Les Mongols la franchissent sans peine au XIIIe siècle. Et une fois que les Mongols ont envahi la Chine, elle devient une fortification interne à leur empire. Alors ils l'ignorent et ils la laissent tomber en ruine. Les Ming voient les choses très différemment. Même si les Mongols avaient été éjectés du trône et qu'à l'époque leur empire se délitait, il était en difficulté, l'origine de l'empire mongol au nord-ouest de la Chine restait une énorme menace potentielle. Les souvenirs de l'invasion, un siècle avant, étaient encore frais. Et d'ailleurs, dans les premières décennies de la dynastie Ming, il y a un conflit
intermittent avec des tribus mongoles au nord. Donc une des priorités des Ming, c'est de se protéger des invasions venues du nord. En plus, au XVe siècle, l'armée des Ming perd une grande bataille contre les Oïrats, les Mongols occidentaux, ce qui ne fait que renforcer l'idée qu'il serait plus avantageux de fixer une frontière et de la tenir avec des fortifications qui donneraient l'alerte et qui ralentiraient suffisamment les envahisseurs, suffisamment pour envoyer des troupes à la rescousse et contrôler la situation avant qu'une invasion ou un raid ne déborde et ne s'enfonce dans le territoire chinois. L'idée d'un mur défensif retrouve son attrait. Ce serait mieux que de livrer une guerre interminable dans les immenses étendues au nord de la Chine. Alors les Ming entament un programme pour relever et étendre la Grande Muraille, encore plus volontariste que celui de Qin Shi Huang, 17 siècles avant. Au lieu de fortifications un peu précaires, à base de terre, dans les plaines, on opte pour la brique et la pierre, bien plus résistantes. Et on renforce particulièrement la partie qui passe au nord de Beijing. On construit aussi 25 000 tours tout au long de la muraille, qui sont des tours défensives, mais aussi des tours de guet, qui donneront l'alerte en cas de présence mongole à l'approche. Comme pour toute fortification, les Chinois sont bien conscients qu'un mur ne va pas arrêter à lui seul un raid de grande taille, et encore moins une armée. On peut y faire des brèches, ou tasser de la terre de chaque côté pour construire une rampe, et y faire passer des chevaux. L'idée de la muraille, c'est surtout de dissuader les raids plus petits, et pour ça elle est efficace, tout en informant clairement les Mongols que c'est la ligne à ne pas franchir. Et s'ils essayent quand même, elle permettra de gagner du temps pour envoyer des troupes sur la frontière et éviter le plus possible des destructions en Chine même. Cet aspect de la Grande Muraille, celui qui est le plus souvent représenté ou photographié, ou le plus visité aussi, au nord de Beijing, doit tout à la période Ming. C'est à cette époque, au XVe et au XVIe siècle, que la muraille devient plus uniforme et qu'elle adopte cette architecture avec sa succession de tours à intervalles réguliers qui ponctuent la muraille elle-même. Muraille qui devient une sorte de route surélevée qu'on peut utiliser pour patrouiller et pour déplacer rapidement des troupes. Elle court jusqu'à la mer parce que les Mongols ne sont pas la seule menace venue du nord. Au nord-est, il y a les Mandchous. À la fin du XVIe siècle, la grande préoccupation, ça n'est plus les Mongols, mais les Mandchous, qui s'enhardissent toujours plus et dont on s'attend à une invasion. Leurs attaques s'intensifient à partir de 1600. Pour un bon moment, la Grande Muraille et les fortifications au nord vont s'avérer efficaces pour les contenir. Par intermittence, les Mandchous multiplient les attaques et ils accroissent la pression, mais ils n'arrivent pas à percer durablement. C'est seulement en 1644 qu'une invasion à grande échelle passe la muraille et submerge la frontière. Elle le fait d'autant plus facilement que dans les années 1640, l'Empire Ming est déjà complètement en déliquescence. Il y a des révoltes internes qu'il ne contrôle plus. Et d'ailleurs, quand les Mandchous arrivent à Beijing, ils la trouvent déjà aux mains de rebelles. Les Mandchous éliminent les rébellions en Chine,
et ce qui reste des forces loyales aux Ming. Une deuxième fois, la Chine tombe aux mains d'étrangers. Et une deuxième fois, ils vont se placer dans la continuité des empereurs de Chine. Cette nouvelle dynastie, celle des Mandchous, les Qing, contrôle ce qui est au nord et au sud de la Grande Muraille. Au nord, il y a leur région d'origine, la Mandchourie, et à l'ouest de la Mandchourie, la Mongolie, qu'ils conquièrent aussi, ce qui rend une nouvelle fois la muraille sans objet. La muraille n'est évidemment pas oubliée, mais à nouveau, elle va être négligée, et même son importance historique n'est pas spécialement mise en avant sous les Qing. Au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, elle se détériore, mais en même temps sa célébrité commence à croître autour du monde. De plus en plus de voyageurs, chinois et étrangers, la visitent, la voient, et réalisent l'échelle monumentale, presque inimaginable, de cet édifice. Elle fait très grande impression, et elle devient mondialement connue comme tout simplement le plus grand édifice jamais construit par l'humanité. Les recherches historiques et archéologiques au XXe siècle ont permis de retrouver des parties oubliées, les plus anciennes, dans des montagnes et des régions désertiques. La Grande Muraille impressionne tellement que parfois il y a des exagérations. Certes, elle a été mesurée en prenant tous les segments, comme aussi longue que la moitié de la circonférence de la Terre. Mais il y a aussi cette croyance populaire qui dit qu'on peut la voir depuis l'espace. Mais c'est faux, même en orbite basse, parce que, aussi longue qu'elle soit, la muraille fait seulement quelques mètres de large, d'épaisseur. C'est la largeur d'une petite maison. La voir depuis l'espace, à l'œil nu, ce serait équivalent à voir un fil à coudre en se plaçant à plusieurs dizaines de mètres. C'est impossible. Aujourd'hui, certaines sections, notamment au nord de Beijing, sont bien entretenues, mais la muraille est tout simplement trop grande pour l'entretenir entièrement. Donc il y en a aussi des milliers de kilomètres qui sont laissés en l'état et qui n'ont plus été touchés depuis le XVIe siècle. Certaines parties ont aussi été détruites pour laisser place à des constructions ou des mines. Dans d'autres, il y a des signes d'érosion avancée à cause des intempéries, notamment les tempêtes de sable. Parfois, la hauteur d'origine du mur, qui était de 5 à 6 mètres, s'est réduite à 2 ou 3, en particulier dans les sections occidentales qui avaient été construites en terre, il y a parfois plus de 2000 ans. Sections qui sont maintenant dans des régions très reculées, loin de l'activité intense des villes chinoises. Ces parties ne sont presque jamais visitées ou inspectées, et elles attendent en silence et presque oubliées que les éléments et le passage du temps finissent par les effacer. On est arrivé à la fin de notre histoire pour ce soir. Si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez choisir un autre épisode de la bibliothèque des rêves et partir pour un autre voyage. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour avec un nouvel épisode. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.